Dans l'actualité ce soir, la police municipale en tête de liste des services les plus corrompus selon le rapport 2017 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Elle est suivie des services des douanes et de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Le RENLAC, qui a présenté le rapport cet après-midi à Ouagadougou, s'est appuyé sur des témoignages de citoyens, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, à Bobo Dioulasso, à l'entrée de Bobo Dioulasso pour être précis, en venant de Ouagadougou, une vaste carrière de sable à la forme d'un cratère. C'est un site exploité par les populations des villages environnants, mais une exploitation à ciel ouvert qui ne se soucie aucunement de la préservation de l'environnement et qui menace la route nationale numéro 1 qui passe à côté. Que fait la mairie de Bobo Dioulasso pour arrêter cette hémorragie? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, en Côte d'Ivoire, le parti unifié des Oufouettistes se forme sans Bédié et Soro, deux poids lourds qui ont soutenu le président Alassane Ouattara lors de sa prise de pouvoir en 2010, laissant planer le doute sur l'avenir de cette alliance. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, nos excuses pour ce léger retard. Et pour commencer, direction Kosiam, où le président de la commission de l'UEMOA est allé discuter avec le président du Faso. Bourema Abdallah est donc allé faire au président du Faso le point sur l'état des préparatifs de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale d'intégration qui aura lieu le 30 juillet prochain à Lomé au Togo. Il a aussi saisi l'occasion pour dresser la situation de l'Union ainsi que les grands chantiers entrant dans le cadre de l'intégration sous-régionale. On fait le point avec Nathalie Sawadego. Le président de la commission de l'UEMOA, accompagné du commissaire Filga Michel Sawadego, chez le président du Faso, il dit être venu signifier au président Roch-Marc Christian Kaboré la disponibilité de tout le collège pour l'atteinte des objectifs fixés par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Il a aussi saisi l'opportunité pour présenter la situation de l'UEMOA ainsi que les grands chantiers de l'intégration régionale. Le champ de nos échanges a été très vaste, couvrant tous les domaines de cette intégration régionale, allant des questions de croissance et de convergence économique, au renforcement du marché commun, aux politiques sectorielles, aux chantiers confiés spécifiquement aux chefs d'État, tels que le chantier sur la paix et la sécurité, le chantier sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le chantier sur l'énergie, sur le financement des économies. Sur tous ces points, j'ai enregistré les commentaires et les orientations du chef d'État qui nous sont très utiles pour pouvoir peaufiner les dossiers que nous avons en instance, pour pouvoir poursuivre notre mission et atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par les plus hautes autorités de l'Union. Il a en outre évoqué les préparatifs de la prochaine conférence des chefs d'État de l'UEMOA qui doit se tenir très prochainement à Lomé. Police municipale, douane et direction générale des transports terrestres et maritimes constituent le trio de tête des services les plus corrompus en 2017. C'est ce qui ressort du classement du RENLAC. L'annonce a été faite ce soir à Ouagadougou en présence de Inijanine Kambiré. Le lancement du rapport 2017 du RENLAC intervient 2 ans et demi après l'avènement au pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Selon le RENLAC, malgré le discours sur la politique de tolérance zéro de la corruption, les signaux de la gouvernance vertueuse promise par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, tardent à se faire sentir. Les résultats indiquent une hausse de la corruption par rapport à l'année 2016. Comme l'année passée, la police municipale s'est classée au premier rang. Comparativement au rapport 2016, les services comme la douane, la DGTTM, la police nationale et les impôts ont connu une dégradation de leur classement. En effet, la douane est passée de la 3e place à la 2e place. La DGTTM de la 8e place à la 3e place. La police nationale de la 9e place à la 7e place et les impôts de la 7e place à la 6e place.
Le RENLAC salue l'action de l'exécutif sur la poursuite du renforcement du dispositif juridique de lutte contre la corruption avec l'adoption de la loi du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires dans la répression des infractions économiques et financières. Pour plus d'efficacité, le RENLAC fait des recommandations. Systématiser les enquêtes de moralité avant la nomination à des postes de responsabilité. Systématiser le déclenchement des procédures disciplinaires contre les agents sur lesquels pèsent les soupçons de corruption. Promouvoir les valeurs d'intégrité à travers des récompenses aux agents intègres et méritants. Intensifier les sensibilisations à l'emploi de la population. Le rapport 2017 du RENLAC sur l'état de la corruption est un document de 127 pages. Le sondage s'est réalisé du 2 au 16 novembre 2017 et a couvert tous les 13 chefs-lieux de région et la ville de Puitenga. Le programme de coopération du Burkina et de l'Union européenne est en discussion à Ouagadougou, un dialogue de haut niveau destiné à faire le bilan de la coopération entre l'Union européenne et notre pays. Il s'agit de prendre des mesures appropriées pour accroître l'efficacité des actions sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que cela implique? Explication, Konsoum Koulibaly, Maxime Zongo. Au cours de l'année 2017, le Burkina Faso a bénéficié de l'Union européenne un appui budgétaire de l'ordre de 52 milliards de francs CFA. Au regard des performances enregistrées dans la mise en œuvre des indicateurs, un décaissement d'environ 63 milliards de francs CFA est encore attendu. Il y a 5 programmes d'aide budgétaire de l'Union européenne au Burkina Faso. L'un concernant l'appui budgétaire général, c'est-à-dire ce qui s'appelle contrat de bonne gouvernance et de développement. Et puis il y a un appui budgétaire nouveau qui vient d'être décidé sur 2 ans de 50 millions d'euros au programme d'urgence pour le Sahel. Et puis il y a 3 programmes d'aide budgétaire par secteur, qui sont le secteur de l'eau, le secteur de la santé et le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Ce programme de coopération en discussion ce mardi à Ouagadougou est donc destiné à faire le bilan afin de prendre des mesures appropriées pour accroître les actions sur le terrain. 75% du programme indicatif national financé par l'Union européenne, 75% est financé sous forme d'aide budgétaire. C'est normal que nous puissions donc avoir une plateforme d'échange parce que l'aide peut être générale qui va directement dans le budget mais vers certains secteurs comme on l'a dit. C'est pour cela que vous avez vu d'autres ministres sectoriels qui sont avec moi. Et l'aide est aussi assortie d'un certain nombre de conditions. Cette rencontre qui est la première de l'année 2018 permettra ainsi de préparer un décaissement très attendu en septembre prochain. En fin d'année, une seconde concertation sera, elle, destinée à faire le bilan et de préparer le terrain pour le renforcement de la coopération entre les deux parties. En santé, la Société burkinabé d'ophtalmologie tient depuis hier son 5e congrès ordinaire, un conclave pour discuter d'ophtalmologie pédiatrique. Occasion est donnée aux spécialistes de réfléchir sur les maladies des yeux qui concernent les enfants. Des détails avec Inijanine Kamire. Sur plus de 79 000 handicapés identifiés, âgés de 0 à 18 ans, 11% sont touchés par un handicap visuel selon le ministère de la Santé. La Société burkinabé d'ophtalmologie créée il y a une vingtaine d'années et engagée dans la promotion de la santé oculaire veut prendre en charge très tôt les enfants. D'où le thème de son 5e congrès, ophtalmologie pédiatrique. Nous avons fréquemment les enfants qui sont soit myopes, soit hypermétropes, soit astigmates, et donc il y aurait besoin de lunettes. Nous avons les enfants qui ont des cataractes. Nous avons des enfants qui ont le glaucome. Nous allons essayer de réfléchir sur toutes les maladies qui concernent les enfants et voir ce qu'on peut faire. Selon le ministre de la Santé, l'ophtalmologie pédiatrique est actuellement une sous-spécialité faiblement représentée au Burkina avec un seul ophtalmopédiatre. L'espoir de Nicolas Méda repose sur ce 5e congrès d'où sortiront de fortes recommandations dans le but d'accompagner la formation des pédiatres ophtalmologiques. Même les ophtalmologistes, des adultes, il n'y en a pas beaucoup. Ils m'ont dit qu'il n'y en avait que 30 au Burkina.
alors qu'on doit couvrir l'ensemble du Burkina de ces spécialistes. Parce que ceux qui ont le handicap visuel, il y en a un peu partout au Burkina. Et donc, aidez-nous à former davantage d'ophtalmologistes. Et le ministre de l'Enseignement supérieur écoute bien, puisque c'est lui qui donne les bourses de spécialisation. Et j'espère que j'en aurai suffisamment pour l'ophtalmologie. En rappel, la Société burkinabé d'ophtalmologie est une organisation savante médico-scientifique qui regroupe des ophtalmologistes et des étudiants. Et à ce 5e congrès qui va durer 3 jours, les participants sont venus de plusieurs pays d'Afrique. Un autre domaine qui concerne les enfants, c'est la nutrition. Et à ce propos, le Conseil national de concertation sur la nutrition tient sa première session de l'année en cours. Une rencontre pour faire le point de la prise en charge des personnes vulnérables, car pour le gouvernement burkinabé, il n'y a pas de développement sans la prise en compte de ces questions de nutrition. Et pour ce faire, un champion national en nutrition a été désigné. De qui s'agit-il? Zalissa Sanfo nous le présente. Des ministres et leurs partenaires financiers autour d'une même table pour discuter des questions de nutrition au Burkina. Dans un environnement marqué par des poches de déficit alimentaire dans certaines régions, cette première session 2018 du Conseil national de concertation sur la nutrition se veut déterminant pour trouver des solutions. Le gouvernement burkinabé a intégré la nutrition en tant que composante essentielle du capital humain dans le plan national de développement économique et social. C'est un choix qui est dicté par des considérations économiques, sociales, mais par notre conviction qu'on ne peut pas développer le Burkina Faso en laissant une partie très importante de la population dans la malnutrition, dans la pauvreté et dans l'abandon. C'est pourquoi mon gouvernement est déterminé à mettre tout en œuvre dans le cadre de l'axe numéro 2 du PNDS pour mettre fin à la malnutrition dans notre pays. Pour ce faire, un champion national en nutrition a été désigné. Quelques soucis techniques, mais nous poursuivons ce journal. Dans ce journal, un constat, l'immigration des hommes dans les localités comme Béguédo, Garango et Boussouma influence la santé de la reproduction et même la planification familiale. C'est ce qu'un groupe de journalistes a pu remarquer lors d'une caravane de presse sur la santé de la reproduction et la planification familiale dans plusieurs régions du Burkina. Une caravane qui avait pour but également d'accélérer le changement de comportement. Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo ont suivi les activités de la caravane pour nous. Compte rendu. Le passage de la caravane 100 jours pour convaincre les cibles de la planification familiale a enregistré au total 191 nouvelles utilisatrices dans les 4 communes rurales de Garango et de Koupela. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Garango, la situation de la planification familiale n'est guère reluisante dans la localité, et cela à cause des pesanteurs socio-culturelles et de l'immigration des hommes. Au niveau de l'association des ressortissants de Béguédo, en 2016, ils avaient plus de 4000 adhérents, rien qu'en Italie. Ça, c'est ceux qui sont à jour vis-à-vis de leur cotisation. Et ces 4000 personnes-là, des ministres et leurs partenaires financiers autour d'une même table pour discuter des questions de nutrition au Burkina. Dans un environnement marqué par des poches de déficit alimentaire dans certaines régions, cette première session 2018 du Conseil national de concertation. Les femmes sont dans les concessions. Bon, et chaque année, nous les comptabilisons parmi les grossesses attendues, les naissances vivantes attendues, et des enfants qu'on ne voit pas du tout. À cela s'ajoutent les cas de grossesse non désirée qui poussent souvent les femmes à l'avortement. Rien qu'au niveau de CEMA 2017, nous avons 146 cas de soins après avortement. Donc c'est un indicateur indirect, peut-être, des grossesses non désirées. On a au minimum 5 par mois. C'est des avortements, la majeure partie c'est des avortements provoqués, IVG, interruption volontaire de la grossesse.
Pour le coordonnateur de la caravane, les résultats escomptés pour la planification familiale ne sont pas atteints, mais le bilan reste satisfaisant. C'est vrai qu'au niveau de la planification familiale, on devait toucher un certain nombre de femmes, notamment les nouvelles utilisatrices. Et pour ce qui est du résultat auquel on a atteint, on est à 480 nouvelles utilisatrices qu'on a pu recruter. Et bon, c'est sans compter vraiment les difficultés sur le terrain parce qu'il y a toujours des réticences. Il faut noter que dans les 16 communes rurales visitées par la caravane, il y avait de l'engouement pour ce qui était de l'offre de gratuité des services de dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins. Au total, 3275 femmes ont pu être dépistées. Des cas suspects ont été détectés et référés au centre de référence des districts concernés. Quelques soucis techniques avec ces éléments. On espère pouvoir arriver à la fin de ce journal. Au procès du putsch manqué ce matin, le sergent-chef Ali Sanou était appelé à la barre. On le sait, il est déjà condamné dans l'attaque de la poudrière de Yimdi. Et pour ce matin, il lui est reproché des coups et blessures volontaires. Il plaide non coupable. Draman Guéné. Ali Sanou, 42 ans, dont 20 passés au RSP. Il était sergent-chef jusqu'à sa radiation en 2015. Il est aussi condamné à 17 ans de prison ferme pour l'attaque de la poudrière de Yimdi. Le sergent-chef Ali Sanou comparaît encore ce matin pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et dégradation de biens. Pour ces 4 chefs d'accusation, il reconnaît un seul. Le sergent-chef avoue avoir donné un coup de cordelette à une personne âgée le 16 septembre 2015, non loin du maquis La Ouagalaise dans le quartier Pissi. Pour cela, dit-il, je demande pardon à cette personne. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à lui donner ce coup. Le sergent-chef Ali Sanou reconnaît également faire partie de l'équipe qui s'est rendue à la radio de Zorgo sans pour autant poser un acte quelconque. C'est la même équipe qui est allée au studio à Bazon. Mais pour cette étape, Ali Sanou dit être arrivé pendant que le studio était déjà détruit par une roquette. À la barre, le sergent-chef Ali Sanou reste ferme. Il n'a eu affaire à des manifestants que le jour où le président sénégalais Macky Sall était au Burkina pour les négociations. Là aussi, il croyait qu'il s'agissait des négociations pour régler les problèmes du RSP. Alors, il est allé à l'hôtel Laïko pour disperser les manifestants qui étaient pour lui des membres des OST hostiles au RSP. C'est juste après cette rencontre avec l'intervention du président sénégalais qu'il a su qu'il s'agissait d'un coup d'État. Alors, poursuit-il, je déplore ce qui s'est passé, je le regrette. Il a alors quitté le camp le 29 septembre 2015 et s'est enfui en Côte d'Ivoire pour sauver sa peau parce que selon lui, une menace de mort pesait sur lui. Dans ses derniers propos à la barre, le sergent-chef Ali Sanou dit s'incliner respectueusement devant les morts tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Après lui, le soldat de 2e classe, Seydou Soulama, comparaît. À 26 ans, le jeune soldat est condamné à 10 ans de prison ferme pour la même affaire de l'attaque de Yimdi. Rentré dans l'armée en 2014, il est radié en 2015, pas même une année pleine de service. À la barre, il rejette le procès verbal de sa première comparution devant le juge d'instruction. Il est à chaque fois dans l'équipe de Ali Sanou, aussi bien dans la mission de Zorgo que dans celle du studio à Bazon. Mais, en tant que soldat du rang, il dit obéir à des ordres militaires. Aujourd'hui, il regrette en ces termes « J'accuse l'armée. C'est l'armée qui a foutu ma jeunesse en l'air. J'ai cherché de l'emploi en venant dans l'armée. Aujourd'hui, voici ce que je suis. » Et puis avant de poursuivre, on apprend de l'état-major général des armées que le vendredi 13 juillet 2018, aux environs de 17h30, un véhicule du bataillon Gondal 3, déployé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, de retour de patrouille a fait un accident de la route à 15 km au nord de Markala sur l'axe Ségou-Diabali. Le bilan de cet accident fait malheureusement état d'un décédé et 6 blessés, dont 3 évacués et pris en charge à l'hôpital de niveau 3 de Dakar. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et souhaite prompt rétablissement aux blessés.
Et puis on parle de cette formation qui vient de s'achever sur la sécurité rapprochée avec le groupement de sécurité et de protection républicaine. Une trentaine d'éléments viennent d'achever donc un stage d'aguerrissement à Pau. L'intérêt de la formation selon ses initiateurs est de rendre plus aptes et plus audacieux ces éléments. Aruna Mari. Prêt pour le combat. C'est une démonstration de la puissance de feu des stagiaires commandos du GSPR, le groupement de sécurité et de protection républicaine. C'est le résultat de 2 mois et demi de stage d'aguerrissement au camp Thomas Sankara de Pau. Triés sur le volet, ces militaires ont eu lourde mission au sein du GSPR, assurer la protection du président du Faso et des institutions. En venant donc à ce stage commando pour l'aguerrissement de nos hommes, ça permet donc à ces hommes-là de mieux, en tout cas, être outillés pour l'accomplissement des tâches les plus difficiles possibles. Là, les hommes sont en pleine opération d'exfiltration d'une autorité prise en otage. Durant le stage, ils ont été aguerris pour résister à toute épreuve face à l'ennemi. Ils ont appris à faire du combat commando, ils ont appris à faire du combat de localité, instruction sur les tirs de combat, et tout ce qui va avec le stage d'aguerrissement commando. Ils sont 35 à bénéficier de ce stage de perfectionnement, 17,36 sur 20. C'est la moyenne obtenue par Emmanuel Bazier, le major de la promotion. Pour la suite, leurs formateurs se disent confiants. Les hommes ont le potentiel pour servir la patrie avec audace et loyauté. Dans l'actualité ce soir, à l'entrée de Bobo Dioulasso, en venant de Ouagadougou, une vaste carrière de sable à la forme d'un cratère. C'est un site exploité par les populations des villages environnants, mais une exploitation à ciel ouvert qui ne se soucie aucunement de la préservation de l'environnement. Selon un constat fait par une de nos équipes, c'est la route nationale numéro 1 qui passe à côté du site qui semble être menacé. Nongba Kouda, Nathalie Sawadou. Le trou de Borodougou, il s'étend sur des kilomètres avec une profondeur à vous donner le vertige. Il s'agit d'une carrière d'exploitation de sable ouverte depuis 1983. Ici, au quotidien, ce sont des tonnes de sable qui sont extraits au profit de chantiers divers dans la ville de Bobo Dioulasso. Une activité dont vivent de nombreuses personnes. C'est toute une filière qui s'est développée ici au fil des années. Ça a créé un emploi même à tous les villages environnants ici, parce que ça regroupe plus de 7 villages qui en profitent aujourd'hui. Par jour, je peux dire que les jeunes qui sont là, c'est plus de 500 jeunes. Comme revenu aussi, ça veut dire que c'est des jeunes qui prennent même des piosses creusées à la main. Peut-être par jour, le jeune, s'il a eu un voyage, on le prend maintenant à 6 000 francs. Et maintenant, le propriétaire terrien, lui, il a 1 500. Selon les informations reçues sur le terrain, le prix du chargement du camion varie entre 25 000 à 35 000 francs CFA. Une activité qui rapporte gros, mais qui reste anarchique et aucune taxe n'est versée dans les caisses de la mairie. Par jour, nous n'avons pas moins de 30 à 50, sinon même plus, chargement de bennes qui sortent de là-bas. C'est très important. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait pris une délibération aussi pour pouvoir percevoir les taxes. Malheureusement, depuis que la commune est là, nous n'arrivons pas à rentrer en possession de ces taxes-là parce que c'est comme si c'est une affaire qui est gérée au niveau local. Il y a les propriétaires terriens qui prennent de l'argent, il y a ceux qui sont sur le terrain qui prennent de l'argent. Donc ceux qui partent, les bennes qui partent payer les sables, trouvent qu'ils payent déjà trop dehors pour pouvoir payer les taxes au niveau de la mairie. Cette carrière de sable, bien qu'étant une source de revenus pour ses exploitants, est inquiétante à plus d'un titre.
Premier motif d'inquiétude, la proximité de la route nationale numéro 1, située juste à quelques mètres de là et qui risque un jour d'être engloutie avec l'extension de la fosse. Au niveau de l'arrondissement 4, en toute franchise, les conseillers se sont vus à plusieurs reprises par rapport à ce truc-là. On est unanime là-dessus, il faut l'arrêter. Parce qu'un jour, si on ne le fait pas, on va se réveiller et trouver que la route numéro 1 est coupée. Parce que ça ne fait qu'avancer. Je le dis bien, nous sommes à peu près à 50 mètres de la route. L'exploitation du sable n'est pas sans risque. Rien que pour l'année 2018, 3 frères d'une même famille ont trouvé ici la mort. Des pertes en vies humaines qui n'ont aucunement impacté l'engouement des jeunes. Chaque jour, ce sont des centaines de jeunes qui, pioche ou pelle en main, prennent d'assaut le site à la recherche de leur pitance quotidienne. Je fais un appel au gouvernement réellement de mettre l'accent même sur l'emploi des jeunes. Si les jeunes ont quelque chose à faire. Maintenant, ce qui est interdit, on peut dire, bon, ils n'ont même pas besoin de venir souffrir comme ça. Et ils voient qu'il y a la mort, ils vont rentrer dedans. Nous sommes en saison de pluie et les rebords de la carrière ne cessent de s'effriter davantage sous l'effet des ruissellements. Il faut agir et vite, selon les responsables communaux, pour éviter le pire. Pour l'heure, des mesures palliatives comme l'implantation de ces bornes sont prises par l'arrondissement avec l'appui du ministère de l'Environnement afin de déterminer les lieux à ne pas exploiter. La Poste burkinabé et les défis du numérique se discutent au cours des 7e journées postales. Comment s'adapter à l'évolution? C'est tout l'enjeu de ces journées. Des journées destinées également à faire le point des activités de la Poste au Burkina. Maïmouna Traoré. Place et rôle du secteur des postes dans la politique d'inclusion de l'État. Ce thème de la 7e journée postale interpelle les opérateurs postaux à se transformer pour rester le levier du développement inclusif et à exploiter judicieusement les atouts de ce secteur pour le développement du Burkina Faso. C'est un maillon essentiel donc pour l'État. Il se veut donc à travers donc ces échanges de pouvoir donc véritablement amener les acteurs à véritablement jouer ces rôles, notamment en ce moment avec à l'ère du numérique où le numérique donc permet donc de pouvoir véritablement mettre en place un certain nombre de services aux citoyens. Et les différents acteurs sont unanimes. Pour relever ce défi, le secteur postal se doit d'améliorer ses performances et de s'adapter aux nouvelles exigences de la société de l'information. Les nouvelles technologies, justement, sont une grosse opportunité pour le secteur postal. En ce sens, qui vient donner de nouveaux leviers à la poste afin de pouvoir mieux servir les populations. Parce qu'en fait, justement, c'est contrairement à ce que les gens pensent, le numérique n'est pas venu détruire les services postaux. Au contraire, il est venu amener donc une certaine mutation. Durant ces 3 jours d'échange, les débats porteront sur divers aspects de l'activité postale, le cadre législatif et réglementaire, le commerce électronique, la concurrence déloyale, la sécurité et la contribution du secteur postal dans la mise en œuvre des politiques d'inclusion de l'État. Et puis le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur tient une formation en ce moment pour revisiter les fondamentaux de la pédagogie générale. Une formation qui demeure capitale dans la démarche qualité de l'enseignement dispensé par les membres de ce syndicat. Zoubaviel David Dabiri. Renforcer les capacités professionnelles pour une éducation de qualité au Burkina Faso, c'est le credo du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur qui organise ici sa 9e formation post-édition à l'intention de ses membres. Pendant 6 jours, les participants échangeront autour de modules tels la pédagogie et la santé. C'est pour un renforcement donc de capacité. Les modules qui seront abordés, nous avons une pédagogie générale, nous avons des pédagogies didactiques, donc à savoir didactique de français, didactique d'anglais et didactique de sciences de la vie et de la terre, SVT. Nous avons donc des thèmes qui seront abordés sur le VIH-Sida, sur les mutilations génitales, sur les fistules obstétricales. Cette séance de formation est rendue possible grâce au soutien de la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes.
Depuis 2006, elle œuvre avec les syndicats de l'éducation burkinabé à la formation du personnel. Nous sommes ici pour partager nos connaissances et collaborer avec eux à leur donner d'autres stratégies, d'autres façons de présenter leur matière en salle de classe. Le représentant du ministre en charge de l'Éducation nationale, Ibrahim Sanou, salue la tenue de cette session. Pour lui, la formation post-édition est d'un apport capital dans la démarche qualité de l'éducation au Burkina Faso. Et puis à l'étranger, en Côte d'Ivoire, le parti unifié des Oufouettis prend forme dans la douleur. Amputé de 2 poids lourds de la scène politique ivoirienne et d'obédience Oufouettis, Henri Konan Bédié du PDCI et Guillaume Soro du RDR, le parti de Henri Konan Bédié a refusé d'adhérer au RHDP, mécontent des termes de l'alliance proposée notamment parce que le nouveau parti exigeait comme préalable à l'union qu'une personnalité issue de ses rangs soit le candidat unique à la prochaine présidentielle. Et le deuxième absent de cette de taille n'était autre que Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et vice-président du RDR. Et puis, à l'étranger toujours, le président érythréen Isaias Afewerki a réouvert lundi l'ambassade de son pays en Éthiopie qui était restée fermée pendant 20 ans après la rupture des relations diplomatiques entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. La réouverture de l'ambassade de Addis Ababa met fin à 3 jours de visite officielle du chef de l'État érythréen en Éthiopie, destinée à consolider la fin des hostilités entre les deux pays. Tant après leur entrée en guerre et la rupture de leurs relations diplomatiques, l'ambassade érythréenne a officiellement réouvert ses portes lundi en Éthiopie. Une cérémonie présidée par le chef de l'État érythréen Isaias Afewerki, qui achevait également une visite officielle de 3 jours à Addis Abeba, destinée à consolider la fin des hostilités entre les deux pays. Elle fait également suite à la signature le 9 juillet à Asmara d'une déclaration conjointe de paix et de coopération, mettant fin à 2 décennies d'état de guerre entre les deux voisins. L'Éthiopie et l'Érythrée avaient expulsé leurs diplomates respectifs au début de la guerre, les ayant opposés entre 1998 et 2000, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. En 2 décennies, le conflit a fait quelques 80 000 morts. Le refus éthiopien d'appliquer la décision d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière en 2002 a ensuite entretenu une longue animosité entre les deux États. Et on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Daviré. Retour des Bleus à Paris, c'est un accueil digne des généraux de l'Antiquité, solennel et pompeux, qui a été réservé aux Bleus, et cela dans une joyeuse pagaille, rapporte l'observateur Palga. Une victoire qui casse des tympans en Afrique, écrit ce journal, qui relate les scènes de liesse dans certains pays d'Afrique. Et pour les Africains, tout se passe comme si cette coupe en or massif était aussi la leur, en raison de l'origine de la moitié de l'effectif des Bleus, estime l'observateur Palga. Mais pourquoi l'Afrique ne peut-elle pas en faire autant? Questionne le pays qui répond dans la foulée. C'est parce qu'il y a manque de politique sportive, d'ambition, de sérieux dans le travail, de moyens financiers conséquents et bien d'autres choses en Afrique. Ce journal estime alors que la Coupe du Monde n'est pas hors de la portée des joueurs africains. Mais le mérite de la France, poursuit ce journal, est qu'elle a su transformer ces diamants brutus venus du continent noir en pierres précieuses. Autre fait d'intérêt des quotidiens, le parti unifié RHDP se met en place sans Bédié et en l'absence de Soro, informe Citoyen. Le divorce est ainsi consommé entre Ado et Bédié et seuls ont répondu présents les cadres du dit parti, pour la plupart nommés ministres dans le dernier gouvernement, informe le pays. Cette crise risque d'avoir des répercussions négatives aussi bien sur le RDR que sur le PDCI-RDA, poursuit ce journal qui explique que le PDCI-RDA pourrait pactiser avec le FPI de Laurent Gbagbo pour faire obstacle à Ado. Tout indique que l'après-Ouattara est lourd de tous les dangers, analyse aujourd'hui au Faso, car comment Soro et Bédié vont réagir pendant cette traversée? Est-il possible qu'un troisième larron débouche de nulle part pour ravir la vedette à ces fiers querelleurs, s'interroge aujourd'hui au Faso, qui répond « Il reste 2 ans pour écrire toutes les lignes de ce scénario politique ».
Voilà, c'est tout pour ce journal. L'actualité revient à 22h30 et Christine Koulibaly vous retrouvera pour cette édition. Quant à moi, je me fais le plaisir de revenir pour vous demain à 20h. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.